Dans le feu et la fureur. Écrit et conté par Rafadam. Ouna l'entend crier depuis la cabane à outils. Elle a pris l'habitude d'y aller pour s'y réfugier. Paradoxalement, la proximité avec la bêche, le sécateur ou la scie est moins menaçante que la présence de son père. Sa mère tente encore d'amadouer son mari, de calmer son accès de colère. Mais Ouna sait déjà comment ça va se passer. Elle ne comprend pas pourquoi sa mère fait comme s'il n'y avait rien de grave, comme s'il allait changer. La candeur de sa mère la répugne presque autant que l'ivresse de son père. Parfois, elle se dit qu'il n'y a pas de maltraiteur sans maltraité, que les deux font la paire. Elle en est arrivée à détester sa mère. Ouna a les idées ailleurs. Elle s'imagine fuir, courir si vite que ses pieds brûlent. Elle déteste la façon dont son père la regarde. Dans ses rêveries, son corps se régénère assez vite des brûlures. Elle se met au marathon, mais se brûle si fort qu'elle doit arrêter. Elle fugue pendant plusieurs jours, le temps de se soigner. Quand elle revient, sa mère est dans une chaise roulante, défigurée. La mère lui raconte tout. La fille prend alors la chaise roulante et fuit avec cette mère. Cette mère qui ne sait pas dire non, qui ne sait pas dire stop. Mais le père prend la voiture, les rattrape. Il est ivre. La fille prend sa mère dans les bras, tente de fuir dans le bois. Mais il les rattrape encore. La mère tombe au sol, impuissante. Son mari la traîne dans la boue pour la ramener à la maison. Mais Ouna, à terre, sent la colère monter. Elle projette le feu dans sa main et prend son père au col. Plus jamais tu ne toucheras maman. Sauf que tout ça, ce n'est qu'une rêverie. Rêverie inquiétante pour une jeune enfant. La mère pousse un cri d'effroi, suivi d'un gémissement de douleur. Ouna arrête de rêvasser. « Arrête, Thierry, arrête !» Puis plus rien. Ouna entend la table de la cuisine grincer sur ses pieds, un verre se briser au sol, mais juste après le calme. Elle repousse la porte de bois qui grince un peu. Un peu plus loin, la porte de la maison, celle qui donne sur le perron, est grande ouverte. Elle ne voit plus son père par la fenêtre de la cuisine. Elle attend, tend l'oreille, puis s'avance dans l'herbe grasse et humide. Il y a des champignons, ça et là. Maman en ramasse parfois, elle les ajoute à l'omelette. Ouna peut entendre la télé du salon. La télé est un allié. Elle peut aider à calmer le père, à l'abrutir et le maintenir apathique pendant 2 ou 3 heures. Et le son de la télé fait comme un bruit de fond. Ça donne au foyer une allure à peu près normale. Ouna passe une tête par la porte. Elle est soulagée de ne pas croiser son père, mais pétrifiée à la vue de sa mère étendue sur le ventre, inconsciente. Ouna déglutit, jette un regard inquiet dans le couloir, puis avance. Et va jusqu'à secouer gentiment sa mère. Aucune réaction. Elle contourne le corps, et là, elle voit le sang qui sort de l'arcade sourcilière et qui macule le sol. Elle sent la colère la gagner. Normalement, elle reste en toile de fond, cette colère, derrière la peur ou encore la tristesse. Alors elle va dans le couloir, et à l'angle, elle le voit, affalé dans le rocking chair, une bouteille de Jack Daniels presque terminée dans une main, une clope dans l'autre. Elle a envie de lui sauter à la gorge, de le ruer de coups, revenir dans la cuisine même, et décrocher un couteau de cuisine. Mais la peur revient, et un zeste de raison. Il y a peut-être mieux à faire, prévenir la police, ou plus urgent, une ambulance. Le téléphone est juste là, sur la commode verte, peinte en vert par sa mère dans l'espoir secret que le vert apaiserait. Mais Ouna est submergée par l'émotion
et elle ne se rappelle pas des numéros d'urgence. Elle a une autre idée. Elle longe le mur. Son père est en train de piquer du nez, mais il la voit du coin de l'œil. « Oona, va dans ta chambre. Oona, qu'est-ce que tu fais? Oona !» Il se lève, relâche sa bouteille et tente de la choper par le col. Elle parvient jusqu'à la porte d'entrée, l'ouvre. Il parvient presque à la retenir par les cheveux, mais elle court déjà dans la rue. « Petite garce, tu vas avoir ta rousse, reviens là !» Thierry l'ivrogne est déjà essoufflé. Les mains sur les hanches, il la voit courir sur le trottoir d'en face. Ça tangue un peu. Pas beaucoup plus que d'habitude, mais assez pour le dissuader de lui courir après. Ah, tu perds rien pour attendre, Oona. Il croise le regard de son voisin, en face, un vieux monsieur qui ne veut s'attirer aucun ennui, et qui continue de balayer les feuilles mortes. Oona vient de tourner à l'angle d'une rue. Des larmes s'échappent de ses yeux, à cause de la fraîcheur de l'automne, mais aussi parce qu'elle a peur pour sa mère, Sandrine. Elle la revoit étendue dans la cuisine. Elle avait déjà vu son père gifler sa mère, mais jamais elle n'avait vu sa mère tomber dans les pommes. Ça, c'était nouveau. Elle se rend compte qu'elle court sans savoir où elle va. Elle passe le bar tabac, où elle aurait pu demander de l'aide. Mais elle continue. La dernière fois que la police avait sonné chez eux, Sandrine, sa mère, avait dit qu'elle s'était cogné la tête contre un placard ouvert, qu'elle était elle-même en cause dans les disputes. Oona n'avait jamais compris pourquoi sa mère couvrait son père. Mais Oona continue de courir. Elle n'a pas de manteau. Pourtant, elle a chaud aux pieds. Et ce n'est que quand ses pieds commencent à brûler qu'elle s'arrête, les yeux incrédules. Ses pieds brûlent pour de vrai. Des flammes sortent de ses chaussures et la semelle sent le caoutchouc brûlé. Elle fronce les sourcils, se frotte les yeux à la va-vite, mais ses pieds brûlent de plus belle et elle ne voit bientôt plus ses chaussures. Un jeune homme du nom de Sergi promène son chien, Tequila. Il voit le feu à ses pieds. Il est abasourdi mais parvient à dire « Tes pieds, ils brûlent !» Oona le regarde, impuissante. Elle ne sait pas quoi dire. Le feu gagne ses chevilles et une partie du tibia et des mollets. « Mets tes pieds dans une flaque, celle-là par exemple !» ajoute Sergi. « Fais vite !» Elle relève la tête. Il y a effectivement une grosse flaque le long du trottoir. Elle s'avance maladroitement et s'y jette à pieds joints. De la fumée s'élève dans l'air. Des bulles remontent à la surface et éclatent en projetant un peu de boue. Tequila, le chien, aboie. Le petit Podenco n'aime pas trop ça. Sergi passe une main sur sa nuque pour le calmer, sans toutefois détourner le regard d'Oona, toujours dans sa flaque. « Je crois que c'est bon, » dit Sergi. « Lève un pied pour voir. » Elle s'exécute. Le pied et sa chaussure fondue autour goûtent un peu. Le feu a cessé. « J'ai entendu parler de combustion spontanée, » ajoute Sergi d'une voix fébrile. « Mais je n'en avais jamais vu. Tu devrais rentrer chez toi, tu vas prendre froid. Je peux t'accompagner si tu veux. » Malaise. Oona baisse les yeux. Puis les porte au loin. « Ça ne va pas ?» Elle ne répond pas, mais elle se met à pleurer. « Tu as besoin d'aide ?» Elle acquiesce de la tête. « Ok. T'inquiète pas, ça va aller. Je vis pas très loin. Je peux te passer une serviette et des chaussures. » Une lueur d'espoir jaillit des yeux de la fillette. Sergi ressent un peu de soulagement. Tous deux s'éloignent. Oona laisse des bouts de chaussures fondues en chemin. On dirait qu'elle marche sur 2 gros chewing-gums. « Voilà, c'est là. Je vis avec ma mère. Mais elle n'est pas encore rentrée de l'agence. Elle est agent immobilier. Enfin bref, c'est pas important. Tu peux laisser tes chaussures ici. Enfin, tu peux. Peut-être que c'est mieux que tu les mettes à la poubelle. Elle est là. » Oona ôte d'abord la droite, en la faisant glisser le long de ses pieds. Pour la gauche, elle ouvre la chaussure en 2.
Ses pieds sont encore chauds, mais sans brûlure. « Ah, c'est fou, ça. T'as pas une seule cloque, » dit Sergi. « Peut-être que t'as un super pouvoir. » Il dit cela sans réfléchir. Il a vu beaucoup de films. Ouna, elle, ne regarde pas la télé. Domaine réservé aux paternels. Elle n'a le droit qu'aux livres, mais le plus souvent, elle imagine elle-même ses histoires, assise dans la cabane ou dans le jardin quand il fait beau. Sergi ouvre la porte, il est nerveux. La réalité se bouscule à la fiction. Il va au pas de course chercher une serviette. « Referme derrière toi. Tu peux aller dans le salon, j'arrive. » Ouna s'avance timidement. Sur un cadre accroché au mur, elle peut voir Sergi qui fait la grimace, tandis que sa mère l'embrasse de toutes ses forces. Il y a aussi une photo de Tequila bébé. Elle baisse la tête. Le chien lui lèche les doigts de pied avec insistance. Elle sourit. Ça lui fait des chatouilles. Elle ferme les yeux. Ça fait un moment qu'elle n'a pas senti un peu de tendresse. Sa mère a fini par vivre dans la peur. Elle a complètement délaissé sa fille. Quant à son père, inutile d'en parler. « Tiens, sèche-toi, » dit Sergi en lui tendant une serviette bleue. « Même si j'ai l'impression que ça sert à rien. Tu as encore les pieds chauds, non ?» Ouna dit oui de la tête. « On va s'asseoir dans le salon. Tu veux quelque chose à boire ?»« Oui, » dit-elle. « De l'eau. Beaucoup d'eau. » Il retourne au pas de course chercher une bouteille dans le frigo. Il la regarde ensuite, assise dans le sofa, à boire 5 ou 6 verres d'eau d'affilée. Il a envie de l'interroger, mais il se retient. Il y a un silence. Ouna se contente de regarder la déco. Elle n'a pas utilisé la serviette. Soudain, elle dit « Mon père frappe ma mère. Il est alcoolique. Cette fois, ma mère est restée inconsciente. J'ai besoin d'aide. » Sergi ne sait d'abord pas quoi dire. « Faut appeler la police. Immédiatement. » Il se lève et va décrocher le fixe. Sa mère, Nathalie, a écrit les numéros d'urgence sur une feuille plastifiée. Il la consulte et entre le numéro. « Bonjour, comment dire une petite fille dit que sa mère est inconsciente. Elle a été frappée par son mari. » Oui ? D'accord. Oui, t'habites où ? 5 rue des Martyrs. 5 rue des Martyrs, oui. Oui, elle est avec moi. Il faut envoyer une patrouille ou une ambulance. La maman a peut-être besoin d'aide. L'homme est violent. Ouna le regarde faire. Elle sait que c'est probablement inutile. Sergi se retourne vers elle de temps en temps pour lui demander des infos. Il finit par donner son identité complète, puis raccroche. Ah, ils vont aller voir. Puis ils vont passer ici. Ça va aller. Ouna sourit par politesse. Elle a faim. Son ventre gargouille si fort qu'elle en rougit. « Tu veux des chips ?» Il n'attend pas sa réponse et va chercher des chips à la cuisine. Il sent l'adrénaline monter d'un cran après l'appel. Il se fait des films dans sa tête. Il imagine déjà la police défoncer la porte, plaquer l'ivrogne à terre tout en lui disant ses droits. Peut-être même qu'Ouna et sa mère viendraient tous les dimanches manger un poulet avec des frites. Sergi avait essayé de combler de bien des manières l'absence de son propre père. En vain. La petite Ouna baisse les yeux. Elle attend sa punition dans un coin du salon. La mère explique à la police, qui l'a ramenée, que sa fille a pris peur. Thierry, lui, tangue un peu, ne dit rien. Mais les policiers ne sont pas dupes. Ils savent qu'ils vont devoir revenir. C'est ce qu'ils diront à Sergi et à sa mère. La porte se referme. La mère s'est fait recoudre à la va-vite par une amie médecin. Elle trouve toujours un moyen de s'arranger, mais là, elle sent qu'elle en a marre, vraiment marre. Pourtant, elle ne dit rien et reste adossée au mur. Thierry regarde par le judas les policiers s'éloigner, puis il se retourne brusquement.
Ses yeux porcins croisent les petits yeux humides de sa fille. Mais aucune pitié n'émane de lui. Tu vas apprendre à te mêler de tes affaires, toi. Thierry, intervient la mère, une main sur son torse. Laisse-la, elle a juste eu peur. Toi, ta gueule. Je vais m'occuper de ma fille. Va donc au fourneau et serre-moi une bière en passant. Il prend le bras de sa femme et la pousse en avant. La mère s'en va, passe devant sa fille et disparaît dans la cuisine. Le père, parano, regarde dans le Judas, encore. La voiture de flic n'est plus là. Viens, la petite garce. Ouna ne cherche pas à fuir. Ça ne ferait que l'énerver un peu plus. Il la prend par l'oreille, soulève un peu. Elle émet un petit cri étouffé, et les voilà qui montent l'escalier recouvert d'une moquette beige. Tu vas pas me refaire le coup, c'est moi qui te le dis. À ton âge, je me prenais des torgnoles à m'en déboîter la mâchoire. Mais t'es une fille, alors je vais être gentil. Arrivé en haut, il lui donne un coup de pied aux fesses. Elle pose la main sur l'arrière de sa petite robe et entre dans sa chambre. Elle ne le regarde plus. Elle sent simplement son feu intérieur grandir, comme jamais auparavant. La peur n'est plus aussi paralysante. La colère est devenue son émotion première. Une colère silencieuse. Un moteur qui tourne. « Tu vois ça ?» dit-il en prenant le cochon qui sert de tirelire. « Ça va payer les chaussures que t'as perdues. On ne sait trop comment d'ailleurs. Ce soir, pas de dîner. Et demain, t'aideras ta mère à nettoyer. Oh putain, je devrais te rouer de coups. » Il claque la porte. Un petit cadre se décroche et Ouna l'entend verrouiller sa chambre. Elle a envie de pleurer, de crier. Des larmes stagnent au bord de ses yeux. Malgré la moquette, son père fait craquer les marches de bois. Elle entend qu'il hausse le ton. C'est sa mère qui va prendre le gros du courroux. Comme toujours, Sandrine est le souffre-douleur de la maison. Ouna va s'asseoir devant le miroir. Elle a tout un set de maquillage. Oh, bien sûr, elle n'en met pas beaucoup. Juste un peu. Une touche subtile, comme feraient les grandes dames distinguées. Sa maturité est devenue nécessaire. Elle rêve de voyager, d'acheter un van et d'adopter un chien. Dans sa tête, c'est si réel que ça ne peut qu'advenir. Elle prend une brosse à cheveux et se brosse lentement. Elle a mal à la mâchoire, un peu haut derrière à cause du coup de pied. Ses joues sont rouges écarlates. Elle a le regard vide. Déjà, elle n'entend plus vraiment son père dans la cuisine. Sa mère a poussé un cri, mais il s'est perdu dans le vide et l'ignorance. Jamais aucun voisin n'a essayé de s'interposer. Sergi l'aurait peut-être fait, mais il n'en eut même pas l'occasion. Le bois clair de la brosse commence à noircir. Ouna continue de se brosser. La fumée, d'abord légère comme un encens qui brûlerait, forme à présent un nuage autour d'elle. Ses iris, d'un brun clair normalement, prennent une couleur ambre et mielleuse. Elle se brosse les cheveux d'un geste calme mais mécanique, comme si elle entrait en transe. Toujours du même côté. Une flamme naît de la paume de sa main et embrase la brosse. Le feu jaillit d'un coup de son avant-bras. Puis ses pieds prennent feu. Le feu arrive par saccades. Son torse est comme un volcan prêt à imploser. La chaise sur laquelle elle est assise brûle à son tour. La moquette commence à prendre. Puis, de manière soudaine et d'une violence inouïe, elle prend feu complètement. On distingue sa silhouette, certes, mais ce n'est qu'une danse de flammes. Le feu a jailli du torse. De la lave en fusion s'est déposée sur la commode en bois et les rideaux qui habillent la fenêtre. La chaise craque. Elle est sur le point de se briser. Elle se lève doucement et va s'asseoir sur le bord de son lit, toujours en se coiffant du même côté.
On peut voir le bras monter et redescendre le long des flammes. La brosse est partie en fumée, mais Ouna répète le geste, comme pour entretenir la colère et le feu. La couette prend, la tête de lit, mais elle reste là. La fumée sort abondamment sous la porte et gagne le couloir. Il faut encore 5 bonnes minutes avant que son père, trop affairé à maltraiter sa femme, s'en rende compte. Pourtant, sa femme lui dit « Ça sent brûler. »« J'espère que t'as pas encore fait brûler le rôti, Sandrine. Y en a marre de bouffer du charbon. »« Non, ça vient pas du four. »« Reste là, je vais aller voir. » Il ressort de la cuisine, agacé, toujours ivre, tout en humant l'air bruyamment. Il ne met pas longtemps à s'apercevoir que ça vient d'en haut. De la fumée descend de l'escalier. « Ouna, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ouna !» Il monte les marches maladroitement, une main sur la rambarde, une autre à ventiler la fumée. Mais à peine a-t-il monté 6 marches qu'une bourrasque de fumée le prend à la gorge et au nez. Le bruit du feu est bien distinct désormais. Il plisse les yeux et accélère le pas, le nez et la bouche dans son t-shirt délavé. Il va pour mettre la clé dans la serrure. Il tourne 2 fois, puis pose sa main sur la poignée. Elle est brûlante. Il la retire, serre les dents à cause de la douleur, hésite, puis prend le bas de son t-shirt pour ouvrir. La porte s'ouvre, un courant d'air brûlant jaillit. Il recule, un bras devant ses yeux pour se protéger. De ses yeux plissés, il ne voit qu'un mobilier et un sol en flammes. Sa femme est en bas de l'escalier. Elle l'appelle. « Thierry, vite! Fais sortir Ouna! Thierry !» L'air devient irrespirable. Sandrine commence à tousser. Thierry a déjà la tête qui tourne. Il asphyxie. Pourtant, il reste là-haut. Il n'en croit pas ses yeux qui voient une silhouette de flamme s'avancer vers lui. Il est maintenant adossé contre le mur du couloir, la tête dans son t-shirt. « Oula, sors de là !» parvient-il à dire, suivi d'une quinte de toux. Mais à la voir de plus près, il prend peur. Il se redresse et dévale les escaliers, bouscule sa femme restée en bas, et les 2 parents retombent au sol. « Vite !» dit-il. « Faut sortir ! Faut sortir !»« Non, Ouna ! Va chercher Ouna !»« Ouna est partie !» Il la prend par la main. Elle résiste, veut s'engager dans l'escalier. Mais il la prend par la taille et l'entraîne dans l'entrée. Elle le frappe pour la première fois de sa vie. D'abord, un coup de poing sur l'épaule. Puis elle le frappe dans le dos sans retenue, les larmes aux yeux, impuissante, abandonnant sa fille une fois de plus. Ouna sort dans le couloir, tout brûle sous ses pas. Elle pose une main sur la rambarde qui s'enflamme au passage de sa main. Elle descend sans se presser. Tout est si lent. Comme la nature qui prend le temps de faire les choses, de faire fleurir. Comme une respiration lente, saine et régulière. Pourtant cet état est né de la colère. Elle ne se l'explique pas. Elle transforme la colère en feu et le feu en paix. Thierry jette un coup d'œil par-dessus son épaule. Il la voit descendre les dernières marches et s'empresse d'ouvrir. Une peur inconnue le prend, grandit en lui. Sandrine, hystérique, cesse soudain de frapper. Elle vient de voir sa fille en flammes. La porte s'ouvre enfin. Les parents sortent. Thierry dit quelque chose, mais Sandrine n'écoute pas. « Il faut appeler les pompiers !» Ils ont laissé les téléphones à l'intérieur. Alors, il regarde désemparé autour de lui. Les voisins, qui jamais ne se mêlent de leurs affaires. « Reste ici, » dit-il. « Reste ici, je te dis !» Il traverse la rue et va sonner chez le vieux. Un rideau bouge à la fenêtre. « Hé, appelez les pompiers ! Ma maison brûle ! Appelez les pompiers !» Le vieux relève la tête, voit le feu à l'étage. Il obéit, d'abord à contre-cœur, puis sans réfléchir. Sandrine attend, la bouche entr'ouverte, les yeux écarquillés.
Sa fille en feu l'observe depuis le seuil de la porte. Elle lève un bras, lentement, comme pour lui dire au revoir, fait un pas en arrière et referme la porte d'entrée à double tour. Sandrine pousse un cri de désespoir, se rue vers la maison. Mais la porte est fermée à clé. Elle frappe du poing, implore sa fille d'ouvrir, rien à faire. Thierry, revenu à toute vitesse, la saisit par la taille et l'éloigne de la maison. Le salon brûle, puis la cuisine, le gros œuvre, les cloisons, les tapisseries, la télé, et l'électroménager, les verres éclatent, les murs flambent. L'enfer paraît se déchaîner, et pourtant on dirait un bal dansant. Ouna va s'asseoir dans le sofa. Les flammes qui jaillissent de son corps sont si hautes qu'elles touchent le plafond. Tout doit brûler. Une photo dont le cadre a éclaté fond, puis se recroqueville pour devenir de la cendre et incandescence. L'air si lourd d'anxiété et de malheur s'embrase. Des vagues de feu montent le long des murs pour retomber au sol. Quand les pompiers arrivent, relativement vite il faut le dire, le toit a pris et la maison n'est déjà plus qu'un immense brasier. Le feu est si intense qu'il leur est impossible de pénétrer les lieux. Les voisins se regroupent à bonne distance derrière un cordon de sécurité. Des badauds curieux se joignent à eux. Sandrine a envie de dire à l'un des pompiers que sa fille est encore à l'intérieur. Mais elle a perdu sa voix. Elle n'est plus sûre que ce soit sa fille. On envoie de puissants jets d'eau pour contenir le feu et éviter qu'il se propage à d'autres maisons. Les pompiers ne peuvent rien d'autre. Vient un moment où un silence quasi religieux gagne la foule. Certains se dispersent, mais la plupart restent là. Thierry enlace sa femme. Elle sent son cœur battre fort. Cet homme avait un cœur. Il reste là, hagard, harassé. « Il y a quelque chose d'étrange, » dit l'un des pompiers. « Il y a quelque chose qui brûle en continu là-dedans. » Thierry regarde le type. Il a envie de dire « C'est ma fille », mais il se ravise. Ce serait trop compliqué à expliquer. Ce n'est qu'au petit matin que les flammes se retirent. D'abord peu à peu, puis pour de bon. Les jets d'eau font enfin leur effet. Le toit s'est écroulé. Tout n'est qu'un tas de bois et de métaux fumants. Il faut encore attendre. Cette fois, il n'y a plus grand monde. Seulement les pompiers, quelques voisins, dont Sergi et son chien Tequila, et les parents de l'enfant. Alors, sous les yeux incrédules, une petite fille, nue, émerge des débris encore chauds. Elle a les yeux si jaunes et dépourvus de pupilles. Plus personne n'ose bouger. Personne ne survit à un incendie de cette ampleur. Elle pose un pied sur une poutre. Le bois se brise et elle se rattrape maladroitement à un pan de mur. Elle pose un pied dans la rue, passe devant son père et sa mère qui froncent les sourcils et écarquillent les yeux en même temps. Qui est cette créature? Elle détourne le regard et s'éloigne lentement dans la rue. Alors, le père a un accès de rage. Il vient de tout perdre. Il repousse sa femme, écarte un pompier qui est devant lui et pose une main sur l'épaule de sa fille, l'autre main déjà en l'air, prête à lui donner la gifle du siècle. Mais sa main reste collée sur l'épaule de sa fille. Elle fume et s'embrase. Il ne comprend pas tout de suite qu'il brûle. Mais la douleur parvient à son système nerveux et il hurle. Elle pose une main sur son poignet qui brûle tout autant. Il retombe finalement en arrière et se tord de douleur. 2 pompiers s'agenouillent pour lui prêter main forte. On appelle déjà une ambulance. Thierry s'évanouit sous la douleur. Sandrine ignore presque son mari. Elle n'a d'attention que pour sa fille. Ouna s'éloigne à pas lents dans la rue. Sans habit, sans pensée, sans projet. Le pavé humide sèche instantanément sous ses pieds. Personne n'ose la toucher. Les passants s'écartent en la voyant.
Ouna sort de la ville, par l'une des rues jonchées de feuilles mortes. On ne la revit plus jamais. Certains disent qu'elle a rejoint des fakirs en Inde. D'autres racontent qu'elle vit au pied d'un volcan. D'autres qu'elle est la déesse du feu, ou simplement un cas très rare de combustion spontanée. On raconte beaucoup d'histoires à son sujet. Mais ce qu'on sait de source sûre, c'est qu'une petite fille est née dans le feu et la fureur.